Bienvenue sur les bons plans du MJ. Aujourd'hui, on continue Warhammer. On regarde la corruption. On va voir un petit peu les talents qui permettent de résister à la corruption. On va voir les traits de créatures, comment la corruption est gérée avec les créatures. On va voir les différents types de corruption qui existent, comment voilà, ils existent par rapport au lieu, et quels sont les démons, les créatures voilà, qui peuvent provoquer de la corruption chez les persos. On va voir comment gérer les tests de résistance. On va voir comment ne pas attraper des mutations. Et auquel cas, quand on en attrape une, comment les gérer dans les aventures, dans les scénars, qu'est-ce que ça implique. Et puis, on va compléter aussi justement toutes les infos sur les mutants. Grâce à ce compagnon, l'ennemi dans l'ombre, un excellent compagnon voilà, avec plein d'informations et notamment tout un chapitre sur les mutants. Je vous dis à tout de suite. Donc à propos de la corruption, on peut déjà peut-être noter que nos amis Halfling, justement, ils ont un talent de départ, un talent lié justement à la race Halfling, puisqu'ils ont résistance corruption. Résistance corruption, c'est un talent qui permet de réussir le premier test dans une session de jeu, je crois. Donc on est page 132, on regarde les talents voilà, qui permettent de résister un peu plus à la corruption. Donc le premier talent c'est âme pure, on peut l'obtenir un nombre de fois égal à son bonus de force mentale, et en fait on aura le droit d'avoir un point de corruption en plus avant de devoir faire un test pour savoir si on déclare une mutation ou pas. En sachant que à la base, c'est le bonus de force mentale plus le bonus d'endurance qui donne voilà, le nombre de points de corruption qu'on peut avoir avant de faire un test de résistance pour les mutations. Donc âme pure, ça donne plus 1 à cette jauge par nombre de fois qu'on a ce talent. Donc là, on est page 182, on est sur les pages qui traitent de la corruption. Et dans un premier temps, ce qu'on peut regarder, c'est les influences corruptrices. Donc il y a 3 niveaux d'influence, mineur, modéré, majeur, et à chaque fois, on vous dit à peu près ce qu'il en est, qu'est-ce qui fait que vous allez être peut-être attraper un point de corruption, donc exposition mineure, donc voilà, ça peut être voir un démon mineur, être en contact d'un mutant, se laisser aller au désespoir, la rage, les excès, se trouver à proximité de Malpierre, bon voilà, se retrouver de façon prolongée en présence d'adorateurs du chaos, donc bon, quand même plein de moments dans des scénarios de Warhammer où ça arrive, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, et puis évidemment, encore une fois, c'est aussi à modérer ou non en fonction de ce que vous voulez jouer. Si vous voulez jouer sur une grande campagne et que vous jouez à fond la corruption, les personnages, ça va être compliqué pour eux, quoi, parce qu'ils vont vraiment arriver très vite à attraper des points de corruption. Mais voilà, ça donne aussi toute la saveur de ce monde de Warhammer, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces expositions, c'est justement que on a des choses très concrètes, comme combattre un mutant, on sait qu'on va devoir faire un test de résistance, voire un démon mineur également, et il y a des choses un peu plus roleplay, quoi, c'est-à-dire se laisser aller au désespoir, la rage, les excès, bon voilà, on est vraiment dans que font les personnages, est-ce qu'ils tuent froidement quelqu'un, est-ce qu'ils sacrifient un compagnon, voilà, il y a des actes aussi très sombres, justement, qui vont pouvoir être traduits par un test de résistance pour voir si justement les influences des dieux du chaos ne sont pas un peu derrière aussi derrière ces actes des personnages. Moi, c'est ce que j'aime bien aussi un peu montrer justement quand des personnages font des actions peu recommandables, peut-être en fait qu'ils sont déjà dans la corruption, en train d'être influencés par les créatures du chaos et par les dieux du chaos. Donc ça, c'est intéressant. Dans l'exposition mineure, on l'a aussi dans l'exposition modérée, puisqu'on redit aussi s'abandonner au désespoir, la rage, les excès, désirer ardemment devenir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est quand voilà, là, on est purement dans Zench, le changement. Voilà, comment les dieux influencent un peu les actes des personnages. C'est quand même un monde où les dieux sont là, le panthéon existe, on vénère des dieux, que ce soit Sigmar, que ce soit des dieux des cultes mauvais, comme Nurgle, Zench, Khorne. C'est intéressant à jouer, c'est intéressant à prendre en compte, c'est intéressant à voir à quel niveau vous voulez l'utiliser dans vos scénarios, dans votre campagne. En tout cas, c'est, je trouve, vraiment à garder en tête. Les expositions, comment ça fonctionne? Une exposition mineure, en fait, vous faites votre test de résistance, c'est très simple. Si vous le réussissez, rien ne se passe. Si vous le loupez, vous attrapez un point de corruption. Donc, vous voyez, l'exposition mineure, c'est un point de corruption. Exposition modérée, c'est la même chose, mais pour 2 points. Donc pour ne pas avoir de points de corruption, il faut réussir à faire des DR. Si vous en faites un, ben, sur les 2 points, vous ne prenez qu'un point de corruption. Si vous en faites 2, vous éliminez voilà, toute la source du danger.
Alors, l'exposition majeure, c'est un petit peu plus compliqué et du coup, moi, je ne le joue pas comme ça parce que je trouvais que le système des DR pour annuler les points de corruption qu'on pouvait avoir, bah, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils ont un petit peu compliqué puisque, en fait, entre le succès minime qui fait 0,1 DR, voilà, on va gagner que 2 sur 3. Et après, ils ont fait un peu différemment parce qu'ils ont fait sur un succès de 2 ou 3 DR, là, vous n'en gagnez qu'un. Et il faut faire un succès impressionnant de 4 DR. Bon, est-ce qu'il fallait réellement changer? Moi, je trouvais que c'était pas mal de faire exposition mineure, il faut faire 1 DR, exposition modérée, il faut faire 2 DR, exposition majeure, il faut faire 3 DR, quoi. C'était assez simple. Et puis finalement, en fonction de la fréquence et comment vous jouez la corruption, ça change pas grand-chose et ça peut quand même devenir très contraignant aussi, quoi. Donc à un moment, les personnages ont gagné tellement de points de corruption qu'ils sont corrompus. C'est-à-dire que là, l'influence du chaos est telle ils vont développer une mutation s'ils ne réussissent pas leur test de résistance, quoi. Donc à la création du personnage, vous avez une limite en fait de points de corruption que vous pouvez absorber. C'est le bonus de force mentale plus le bonus d'endurance. Quand vous arrivez et que vous dépassez ça, voilà, vous allez devoir faire un test de résistance intermédiaire. Ou alors, et si vous le loupez, vous développez donc une corruption. Alors, qui peut être de deux types, hein, que vous jetez un dé par rapport à la race de personnage que vous jouez. Quand on obtient une mutation, hein, du coup, on a quand même un petit côté positif malgré tout, c'est qu'on va perdre des points de corruption, on va en perdre autant que son bonus de force mentale. Ça veut dire que voilà, votre niveau de corruption redescend un peu, voilà, mais malgré tout, vous subissez une mutation. Donc là, c'est quand même assez compliqué. Et du coup, là, les effets bah, sont multiples, on verra. Hein. Il y a des tables justement pour voir comment les corruptions, qu'est-ce qui apparaît sur votre personnage, que ce soit physique ou mental. Après, voilà, ça va vraiment jouer sur le personnage dans les aventures, dans les rencontres qu'il va faire, voilà. Et puis certainement dans le fait qu'il va peut-être être à un moment repéré comme étant un mutant. Donc là, ça change, ça peut vite changer l'aspect de votre campagne, en tout cas de votre scénario, quoi. Et puis il y a une limite au nombre de mutations qu'on peut avoir, puisque du coup, si on a plus de mutations que son bonus d'endurance ou son bonus de force mentale, là, le personnage devient une créature du chaos, totalement soumis au dieu du chaos, et vous, comme ils le disent, vous n'avez plus qu'à tirer un nouveau personnage. Donc l'autre possibilité pour perdre un point de corruption, ça va être les sombres murmures. Et là, en fait, c'est l'EMJ qui demande justement à un personnage, à un joueur, si son personnage, si jamais il a trop de points de corruption, il peut justement être influencé par les dieux du chaos et commettre un acte réprimable, ou en tout cas un acte néfaste pour son groupe, comme laisser un ennemi s'échapper, tirer sur un allié, s'endormir lors d'un tour de garde. Donc en fait, ça, c'est des situations de roleplay où le personnage ne choisit plus ce qu'il veut faire, puisqu'en fait, il est un peu dicté dans ses actions par les dieux du chaos, quoi. Donc, et ça lui permet de perdre un point de corruption. Il brûle un point de corruption, en fait, voilà. Et il est manipulé par les forces du chaos. Donc ça, c'est intéressant, puisque ça peut vraiment créer des situations un peu inattendues. Donc c'est à utiliser voilà, par le MJ. Donc c'est le MJ qui propose, hein, et puis après, au joueur d'accepter ou non voilà, la transition entre une action peu recommandable et la perte d'un point de corruption. Et puis il y a les sombres pactes, donc là, à l'inverse, c'est gagner un point de corruption, mais volontairement. Hein. C'est-à-dire que là, c'est le joueur qui décide que son personnage va gagner un point de corruption, et ça lui permet de relancer un jet de dés, même s'il a déjà été relancé par un test de chance, et puis pour essayer de réussir son action, quoi. Donc là, il va puiser en fait dans les forces du mal pour essayer d'y trouver la force nécessaire pour réussir son action. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes qui sont vraiment du niveau, je trouve, du niveau du roleplay, que ce soit pour gagner des points de corruption parce qu'on tente l'impossible, on va puiser dans des forces autres, on tente vraiment de réussir le tout pour le tout. Et puis on a de perdre des points de corruption en commettant l'innommable, ou voilà. Donc ça c'est intéressant en termes de roleplay, je trouve que ça donne des choses qui peuvent être vraiment à développer. Donc voilà, page suivante, bah, il y a la petite recommandation, hein, comme je disais, soyez très prudents, en effet, voilà, la corruption, c'est intéressant à jouer, mais ça peut très vite devenir
entre guillemets ingérable ou changer en tout cas tout l'aspect de votre scénario ou de votre campagne ou de simplement réduire un personnage à l'état d'enfant du chaos et qu'il ne devienne plus du tout jouable. Donc il y a le tableau de corruption pour tous les aspects physiques, comme on a pu le voir. Donc là, vous jetez un dé pour voir ce qu'il arrive à votre perso. Et puis la corruption mentale, ici, avec pareil, un tableau avec un dé, vous jetez ça et vous regardez ce qui lui arrive. Voilà, et puis après, il y a ce qu'ils appellent l'absolution. Donc là, ça va être... On est vraiment dans l'ordre d'un scénar spécifique pour justement une mission, entre guillemets, une action pour un temple, voilà. Faire quelque chose qui va justement auprès des dieux bons, voilà, faire en sorte qu'ils vous offrent la possibilité justement de réduire votre corruption parce que vous avez fait un acte de foi suffisamment élevé et suffisamment brillant pour que justement il baisse la corruption que vous avez engrangée au fil de vos aventures. Ça, c'est vraiment, en plus, il donne des pistes, hein, justement, purifier un temple, effectuer un pèlerinage, détruire un artefact maudit. C'est du scénar, ça peut très vite devenir une petite aventure intéressante à jouer, quoi. Après, il y a justement l'option manifestation lente. Donc ça, je pense que c'est vraiment à jouer, hein, parce que ça va vraiment permettre de travailler sur l'apparition de symptômes, l'apparition des mutations de façon progressive sur les personnages. Donc ça, c'est pareil. Et je trouve même que c'est assez intéressant de ne pas faire jeter la corruption que le personnage va avoir, ne pas lui faire jeter et ne pas lui dire, en fait. Donc ça peut être vous, le MJ, le personnage, justement, voilà, n'a pas réussi son test de résistance, on sait qu'il va attraper une corruption, mais on ne lui dit pas quoi. Et on le laisse un peu mariner, et puis après, au fur et à mesure des jours, des heures, il y a des petites choses qui apparaissent. Ou des comportements, voilà, qui font que à un moment donné, le personnage voudrait faire quelque chose et vous lui dites que là, non, en fait, il n'y arrive pas à le faire, ça le dégoûte, ou il a envie de faire autre chose, il a envie de, voilà, corruption mentale, il peut se passer ce genre de choses. Corruption physique, c'est plus simple, il y a quelque chose qui apparaît sur son corps. Donc, comme ils disent, ça peut être des rougeurs au départ, un bubon, un truc, et puis ça va se transformer au fur et à mesure. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, le personnage va, plutôt que de voir apparaître directement de façon assez violente la mutation, il va sentir le truc qui prend lentement possession de lui, quoi. Donc ça, je pense que ça peut se jouer. Et en plus, entre guillemets, ça peut lui donner un peu de répit au personnage, justement pour se préparer à ça. Et puis éventuellement, voir comment il va devoir vivre avec cette nouvelle mutation, quoi. Alors on peut aussi utiliser les miracles justement pour enlever des points de corruption, donc notamment parmi les miracles de Ria, on a Innocence Immaculée, voilà, qui permet de perdre un point de corruption et on peut en perdre un point supplémentaire pour chaque fois qu'on a 2 DR en plus obtenus sur le jet de prière, mais comme c'est indiqué, attention en cas de maladresse par contre, c'est hyper violent parce qu'on va avoir un des 10 points de corruption en plus. Voilà, donc si jamais l'appel au dieu ne fonctionne pas et qu'en plus vous faites une maladresse, alors là ça devient la cata pour le personnage concerné. Pour les sorciers, on a lumière de guérison, où là on peut aussi, si on réussit un test de résistance difficile, voilà, pour la cible du sort, on peut enlever un point de corruption gagné dans l'heure précédente. Bon, ça peut se jouer comme ça, on peut aussi être un peu plus généreux et dire que c'est pour n'importe quel point de corruption que le personnage possède. Donc là, on est page 336, on regarde justement les créatures qui ont de la corruption. Donc voilà, par exemple, bah oui, évidemment, si on prend dans les princes démons, on va voir qu'ils ont corruption majeure. Donc ça, c'est vraiment les points de corruption les plus hauts. Quand on prend les démons mineurs, bah là, ils vont avoir une corruption modérée, par exemple. Et puis, un guerrier du chaos, il a corruption mineure. Bon, voilà. Donc ça, c'est un trait, hein. Donc là, on est dans les traits de créatures, hein. Donc on a corruption ici, donc ce qui permet de voir voilà, le degré de corruption de la créature. Et puis, aussi intéressant, on a tout ce qui est mutation, quoi. Voilà, mutation, donc ça, c'est pas mal. Donc l'ennemi dans l'ombre, le compagnon, donc ça, c'est un excellent supplément. Donc du coup, ils vont traiter justement des mutants, les mutants dans l'Empire. Donc là, il y a tout un chapitre qui permet justement d'en découvrir un peu plus sur les mutants, la société mutante, les mutants secrets, comment ils vivent justement au sein des civilisations.
un petit chapitre sur les mutants bandits sauvages et les mutants hommes-bêtes, évidemment. Donc ça, dans le livre de base, voilà, vous pouvez voir que un des traits que les hommes-bêtes peuvent avoir, c'est le trait mutation. Et puis ce qui est vraiment intéressant, du coup, c'est le chapitre pour créer des mutants. Et parce que là, en fait, en plus d'avoir une nouvelle table de mutation, en fait, les tables de mutation, en fait, elles sont gérées en fonction de la divinité. Donc, Korn, Nurgle, Slanesh, Tzeentch. Donc là, vous jetez votre dé 100 et vous regardez en fonction du type de mutant que vous voulez faire. Si vous voulez faire, par exemple, un groupe de mutants qui est dédié à Slanesh, eh ben voilà, vous allez être dans la colonne Slanesh et vous allez pouvoir, en fonction de votre dé 100, avoir les mutations physiques qui correspondent. Et puis ils ont fait un truc que je trouve assez intéressant, parce que du coup, en termes de combat, souvent pour rapidement identifier un combattant ennemi, bah, souvent quand c'est des mutants avec la tête, on peut leur faire une tête bestiale différente, et on peut du coup rapidement les identifier. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa comme supplément, voilà, les mutants dans l'Empire, d'autant plus que c'est voilà, tout de suite en lien avec le chapitre, voilà, la main pourpre, pour tout savoir sur cette organisation de cultistes, voilà, qui a un jeu quand même assez important dans la campagne impériale. Donc ça, c'est, voilà, moi je trouve que les compagnons sont vraiment d'excellents suppléments. Il y a toujours des choses intéressantes à glaner dedans, et qui sont en plus facilement intégrables à votre propre scénario, votre propre campagne. Je conseille fortement la lecture de ces ouvrages, quoi. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur les mutants, ou justement découvrir comment les interpréter si jamais vos personnages ont des mutations, je vous conseille La Marque de la Damnation de James Wallis, et sa suite, La Marque de l'Hérésie. Donc là, on suit Karl Hoche, justement un personnage, pour pas tout vous dévoiler, mais qui va attraper une mutation. On va voir comment il gère ça. Et en plus, il rencontre des mutants dans la forêt, ainsi de suite. Il y a toute une confrérie de mutants, en tout cas un groupe de mutants. C'est hyper intéressant de voir comment il a décrit ça. Et puis du coup c'est de l'aventure pure. Bon voilà, c'est un peu vieux, La Marque de la Damnation, La Marque de l'Hérésie, mais ça peut encore se trouver si vous mettez la main dessus, d'avoir un peu plus d'informations justement sur cette question de la corruption dans le monde de Warhammer. Merci à toutes et tous d'avoir suivi les bons plans du MJ. N'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, vous abonner. Voilà, prochainement, je pense la prêtrise, ça n'a encore pas été abordé, donc on regardera ça dans un prochain épisode, et je vous dis à très bientôt. Merci.